Donc, moi, je travaille au CTR plus ou moins la moitié du temps. Et le CTR, c'est le centre de traumatologie qui accueille... il a 3 services sur 5 qui accueillent les patients atteints de lésions médulaires. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de vous qui travaillent dans des centres de revalidation et qui ont l'habitude avec les lésions médulaires? Ah ouais, il y a déjà du monde, quoi. Okay. L'idée, c'était de faire juste un mini rappel quand même pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour mettre les choses un peu dans leur contexte. Donc, c'est une pathologie... évidemment pas très rare, hein. On est sur 19 cas par million d'habitants en France. En Belgique, on n'a pas l'incidence. Il faut savoir jusqu'à 90% des lésions médulaires sont traumatiques. Vous avez aussi évidemment tout ce qui est myélite infectieuse ou inflammatoire. C'est essentiellement des hommes, hein. C'est 2 hommes pour une femme au niveau de la proportion. Ce sont des gens jeunes. Et on a de plus en plus de patients tétraplégiques suite aux améliorations des techniques de réanimation. On a un enjeu important puisqu'on sait que l'espérance de vie, même si les techniques se sont bien améliorées, qui reste inférieure à la population de référence avec une surmortalité et dont les causes génito-urinaires font partie des premières responsables de cette mortalité. Donc, en tant qu'urologue et infirmier en revalidation, on a un rôle important dans la prise en charge et le traitement de ces patients. Juste un petit rappel pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, évidemment, l'idée, c'est qu'on va essayer un maximum avec ces patients de remimer un cycle miction-continence qui va se rapprocher le plus du cycle miction-continence en dehors d'une lésion médulaire. Qu'est-ce que c'est un cycle miction-continence? La continence va se manifester évidemment par une vessie qui va se remplir, elle doit avoir une certaine capacité. Cette vessie va se remplir avec une compliance qui va rester normale, donc ça veut dire que cette vessie va pouvoir se distendre avec un volume qui va augmenter. La vessie ne va pas se tétaniser avec le volume qui augmente. Ça doit rester à basse pression et évidemment, on ne doit pas avoir de fuite. C'est régi par le système orthosympathique et donc le neurotransmetteur, c'est la noradrénaline. La miction, on sait que la vidange doit être volontaire, donc on doit pouvoir ne pas uriner si on n'est pas aux toilettes. Elle doit être socialement acceptable, ça doit être également facile et non douloureux. La miction sera régie par le système parasympathique via l'acétylcholine. La miction va mettre en jeu beaucoup de centres, raison pour laquelle je l'explique juste pour qu'on voit au niveau des lésions médulaires. Évidemment, les centres corticaux qui vont avoir une action essentiellement inhibitrice, par exemple de décaler la miction si ce n'est pas acceptable. Quand on est un petit peu stressé, qu'on a envie d'aller faire pipi, je ne fais pas pipi devant vous parce que ça ne se fait pas trop. Je vais attendre d'aller aux toilettes. Et évidemment qu'elle aura une action positive et stimulante, puisque le fait de me diriger aux toilettes, je vais activer mon aire motrice supplémentaire. Vous avez le centre du pont, qui est un des centres les plus importants, puisque c'est lui qui va régir la synergie vésico-sphinctérienne, donc que la relaxation du sphincter régie par les centres parasacrés se fasse en synergie avec la contraction de la vessie et donc l'inhibition des centres lombaires. Quand on a une lésion de moelle, évidemment, comme je vous l'ai dit, la communication entre les infos du cerveau et du centre ne passe plus au centre orthosympathique et parasympathique. Et donc, comme le cerveau n'inhibe plus, vous aurez une hyperactivité vésicale. Et comme le pont ne peut plus rejouer son rôle de synergie, vous aurez une dysynergie vésico-sphinctérienne avec un sphincter qui sera hypertonique. Ici, c'est exactement la même chose, c'est juste dit différemment. Donc, les patients dont on va parler auront essentiellement un détrusor hyperactif et un sphincter également hyperactif. Donc, vous imaginez bien que la résistance à l'écoulement est plus compliquée. Et pour un autre exemple, quand on fait un bilan urodynamique, on verra que pendant le remplissage, pour un remplissage déjà relativement rapide, ici après 100 ml, qui n'est pas énorme, on a déjà des contractions de la vessie. Et ici, c'est un bilan urodynamique qui est également réalisé avec un EMG du sphincter urétral. Alors, je ne le fais pas du tout en classique, ça c'est une image prise de la littérature. Vous avez également une activation plus importante du sphincter au lieu d'avoir un relâchement.
Et ce sont ces hyperpressions dans la vessie ou ce trouble de compliance qu'ici on n'a pas, qui seront responsables et qui sont des gros facteurs de risque uronéphrologique, avec des risques de reflux vésico-urétéral et des risques d'altération du haut appareil urinaire, raison pour laquelle on s'attarde à gérer ce réservoir de manière très importante. Évidemment, la dysynergie, donc on l'a dit, c'est l'hyperactivité du détrusor. On n'en parlera pas trop parce qu'aujourd'hui le thème c'est l'autosondage et donc on va plutôt parler du trouble de la relaxation du sphincter et des conséquences que ça a au niveau de la rétention. Vous avez ici une image de cystographie d'un patient qui est en miction réflexe. Vous voyez que la vessie se contracte, il y a déjà des diverticules, donc il y a déjà des lésions au niveau de la vessie sur son hyperpression. Le sphincter n'a pas trop envie de se relâcher et les pressions sont tellement importantes qu'on voit déjà du reflux au niveau des vésicules séminales. On comprendra pourquoi ces patients font plus facilement des orchites, des épididymites et des prostatites, puisque les urines refluent au lieu d'aller vers l'extérieur. Ça, c'est un algorithme relativement simplifié de la prise en charge d'un patient avec une neurovessie centrale. On fera tout, en tout cas, pour que les autosondages soient possibles, soit par les voies naturelles, soit par une dérivation urinaire continente. On verra après ce que c'est, et évidemment la gestion du réservoir dont on ne parlera pas ici, mais donc au départ médicamenteuse, puis injection de toxines botuliques, et si ça ne fonctionne pas, agrandissement de vessie. Si les autosondages ne sont pas possibles, chez les hommes, on peut toujours proposer une sphinctérotomie, donc on incise le sphincter pour essayer de diminuer sa tension et donc que les mictions réflexes se fassent à moins de pression. Chez la femme, on n'a pas cette possibilité-là. En France, c'est pour ça que j'ai mis cet algorithme-là, ils sont très sévères, ils pensent qu'il n'y a pas de place pour le drainage à demeure et donc ils vont directement, en tout cas de ce qu'ils disent, je ne sais pas si c'est ce qu'ils font en vrai, mais de ce qu'ils disent, ils vont directement à la cystectomie. Alors vous le savez tous maintenant, on l'a dit depuis ce matin, que les autosondages, c'était la méthode de référence en cas de rétention urinaire, qu'elle soit neurologique ou pas finalement, mais d'autant plus chez les patients atteints de lésions médulaires, puisqu'on voit quand même qu'on a amélioré le pronostic vital de ces patients de manière considérable. Jusqu'à près de la moitié mouraient encore de complications urologiques dans les années 50, et actuellement, on est à moins de 10%. Le médecin original sur le concept, en tout cas, du drainage des urines de manière intermittente, c'était Guttmann, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Les patients arrivaient avec les blessés de guerre paralysés et on se retrouvait 2 jours après avec des patients morts qui n'avaient pas uriné. Et quand il a eu l'idée de commencer à faire des sondages, donc les infirmières venaient et drainaient 3 fois par jour, les patients ont passé cette phase de décès après 48-72 heures. Et c'est Lapides qui, dans les années 70, introduira le concept de l'autosondage propre intermittent, puisque vous savez que maintenant les patients s'autosondent de manière propre, pas de manière stérile. De manière intermittente, ça veut dire plusieurs fois par jour, puisqu'il faut éviter de faire des infections urinaires. Et théoriquement, les patients autosondage ne font pas... L'autosondage en lui-même ne provoque pas plus d'infections urinaires, puisqu'on a le concept de résistance à l'autre. Ça veut dire que si la vessie a un tissu sain, elle est suffisamment forte pour se défendre contre une bactérie qu'on pourrait introduire au moment du sondage. Et que pour éliminer cette bactérie, il faut des sondages réguliers avec des volumes pas trop importants. La littérature dit 400 ml. J'avoue qu'auprès des patients en pratique, moi je tolère jusque 600. Je ne sais pas ce que c'est chez les autres, mais c'est un petit peu compliqué quand vous leur dites déjà qu'ils doivent aller se sonder 6 fois par jour, qu'ils ne peuvent pas trop boire le soir, parce qu'ils vont avoir leur polyurite décharge la nuit, et qu'en plus ils ne peuvent pas avoir plus de 400 ml de sondage, qu'on leur rembourse que 5 sondes, donc s'ils boivent un petit peu plus, ils sont tout de suite pas remboursés. C'est un petit peu compliqué, donc moi dans la pratique, j'autorise jusqu'à 600, voilà, mais pas plus. Alors l'idée c'était de discuter de cas cliniques, et donc d'avoir une petite interaction, donc il ne faut pas hésiter de participer. Voilà. Donc la première histoire, c'est un jeune homme qui a 25 ans, qui est tétraplégique avec une lésion C6. Il a eu cet accident de la voie publique en 2017. Il a foncé contre un arbre au volant de sa voiture et il n'avait pas sa ceinture. Ça en fait un peu de sécurité routière.
Il est hospitalisé au départ dans une autre institution où on lui met une sonde à demeure. Et ce n'était pas un centre qui était spécialisé pour les lésions médulaires. Et donc, il avait demandé son transfert parce qu'au bout de quelques mois, il n'avait pas vu de grande évolution, ce qui voulait un complément de revalidation et une acquisition de son autonomie. Et donc, quand il vient en consultation et qu'on discute un petit peu de l'autosondage, il me dit « Ah, mais moi, on m'a dit que je ne pourrais jamais m'autosonder puisque j'étais tétraplégique. » Donc, on lui fait son bilan. Je ne remets pas... je n'ai pas mis la cysto, l'écho et tout ça, mais c'était normal. Et son bilan urodynamique, pour le moment, je viens de vous expliquer que ça donnait de l'hyperactivité, il n'en a pas. Alors, je suis désolée pour la qualité des images, mais c'est des vraies images du patient. Et donc, on voit qu'on a rempli jusque 500 millilitres, qu'il ne s'est pas passé grand-chose ici, hein, il n'y a pas d'hyperactivité. On est bien en dessous des 40 cm d'eau de pression cutoff. Par contre, ici, on voit une petite augmentation, probablement une petite hypertonie de remplissage sur sa sonde à demeure. On lui propose évidemment de réaliser les autosondages. Il est super motivé, mais il est d'autant plus inquiet qu'on lui a dit qu'il n'y arriverait pas. Et en général, quand on dit quelque chose de négatif à un patient, il a souvent du mal à entendre le positif par la suite. Et on sait aussi, on n'a pas envie non plus d'être 100% positif, même si on veut l'accompagner, puisque les atteintes C6, c'est en général le cut-off pour la capacité des patients à s'autosonder, et c'est 20 à 30% de réussite seulement, entre guillemets, donc il faut y aller mollo aussi. Ils sont déjà en phase de deuil, si en plus on les met devant un échec de l'autosondage, c'est pas très chouette. Alors qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour qu'il ait un petit peu plus confiance? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du PP-test, enfin, j'imagine que ceux qui sont en revalidation, oui, ceux qui ne le sont pas, non. C'est juste, je ne l'utilise pas énormément, mais ça permet peut-être de donner quelque chose d'assez objectif au patient s'il est dans l'angoisse de l'idée de se dire qu'il ne peut pas y arriver. C'est tout simple, hein, on lui fait prendre un crayon, on lui fait faire la pince pouce-index. Enfin, mes collègues me diront si c'est juste, hein, parce qu'en fait, je ne le fais jamais, moi. Et puis, on lui demande de l'insérer comme ceci pour voir s'il en est capable. Chez les femmes, on fait la même chose. On joue aussi sur l'écartement des cuisses, puisque les hommes, tout est à vue, donc ce n'est pas très compliqué. C'est sûr, ils ont besoin de leurs deux mains, parce qu'il faut qu'ils prennent la verge dans une et la sonde dans l'autre, mais les femmes, il faut qu'elles aient accès, donc il faut qu'elles puissent écarter les jambes. Donc si elles sont très spastiques, ça peut être un frein aussi. Et puis on voit au niveau de la cognition si tout va bien, et alors on fait un petit exercice avec une feuille qu'on demande de plier, puis de déchirer, et puis de replier encore. Si on a plus de 10 sur 15 à ce test, en général, les autosondages, techniquement, sont garantie. Et donc, ça pourrait, je ne l'ai pas utilisé pour ce patient-là, mais ça pourrait être une information. On dit, ben voilà, monsieur, vous avez 12 sur 15, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à faire les autosondages. Donc, il apprend les autosondages, il gère évidemment bien la technique de désinfection des mains, l'ouverture de la sonde, il a essayé différents types de sondes, s'il est quand même tétraplégique, donc il n'a pas non plus une dextérité comme quelqu'un qui a une lésion plus basse. Il a une belle dextérité pour quelqu'un qui a une atteinte C6, mais elle n'est pas parfaite. Malheureusement, il a un gros spasme du sphincter urétral externe qui fait que dès qu'il passe la sonde, alors déjà, il arrive à la rentrer une fois sur 2 sur 3, et qu'en plus, il a un petit peu de sang au niveau de sa sonde quand il sort. Et donc, il est très inquiet. Donc, évidemment, on va essayer des techniques pour essayer de relâcher ce spasme. La première chose, c'est d'essayer les alpha-bloquants, de la tamsulosine ou du Silodix. Et ça ne marche pas beaucoup chez lui. Les infirmières sont embêtées parce qu'elles ont aussi du mal parfois à passer la sonde vésicale. Les patients avec une lésion médulaire, les spasmes sont parfois très importants. Donc il faut avoir beaucoup de patience quand on fait les sondages. On doit maintenir la pression sur ce sphincter pour qu'il se relâche enfin. Si vous demandez à un patient de faire ça 5 fois par jour, c'est quand même un petit peu compliqué. Jusqu'au jour où malheureusement, il y a une petite fausse voix chez ce patient et on lui met une sonde à demeure pendant 20 jours, histoire que ça guérisse bien. Petit aparté pour dire que même si c'est la méthode de référence qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire, on va y arriver, faire un peu des cours de diction avant de venir, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On remarquera qu'en début d'apprentissage à l'autosondage, vous avez près de 60% des patients qui vont développer une petite infection urinaire basse la plupart du temps. C'est très rare qu'on développe des pyélonéphrites. On fait quand même une petite analyse d'urine avant de commencer les autosondages. On peut avoir des petites blessures jusqu'à des fausses routes. Il faut essayer d'accompagner et de rassurer les patients.
Alors, chez Eric, enfin, vous n'êtes pas obligé de participer, mais bon, l'idée, c'est quand même, qu'est-ce qu'on peut proposer? Il n'arrive pas à sonder, on a nous-mêmes du mal à le sonder, donc c'est compliqué de lui garantir que ça va aller à l'heure actuelle. Est-ce qu'on lui propose un drainage à demeure? Quand j'ai drainage à demeure, que ce soit cystocate ou sonde vésicale, on peut rentrer dans le débat par la suite. Est-ce qu'on lui propose, comme je vous ai dit, c'est un patient tétraplégique, pour l'instant il n'arrive pas trop à sonder, est-ce qu'on va lui proposer une sphinctérotomie avec un tapotage? Est-ce qu'on essaye encore une technique de relâchement du sphincter avec des injections de Botox dans le sphincter, ou est-ce qu'on lui propose une dérivation urinaire continente? Oui. Alors, évidemment, j'ai un peu triché parce que je ne vous ai pas dit qu'Eric, il était très, très stressé et que ce qui lui arrive, c'est vraiment le pire du tout parce que même pour une prise de sang, il faut qu'il ferme les yeux, on doit lui mettre du méopa, on doit lui mettre de l'EMLA. Donc, l'idée d'une dérivation urinaire continente, d'une cicatrice sur son ventre, d'une stomie au niveau du nombril, il ne veut même pas en entendre parler. Alors, juste un peu de théorie. Évidemment, on va essayer de stimuler à continuer les autosondages et donc de tout faire pour aller aux autosondages, parce que quand vous voyez ici les complications du drainage à demeure de manière générale, que ce soit la sonde ou le suspubien, hein, alors je vous ai dit, l'autosondage, c'est sûr, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est quand même près de 30% de complications, mais quand on voit la détérioration sur le haut appareil, on est à 15%, comparé à des drainages à demeure où on est presque un patient sur deux, c'est quand même hyper important. Et évidemment, les mictions réflexes, on n'en a pas encore hyper fort parlé, mais on comprend qu'ils fassent plus d'épididymites, par exemple, qu'un autosondage, puisque vous avez vu l'image, quand ils tapotent, les pressions sont tellement importantes que ça va dans l'épididyme. Donc, on a envie de maintenir l'autosondage, et comme il était très stressé et qu'il n'était pas prêt à partir pour une chirurgie un petit peu plus lourde, on a essayé le Botox en intrasphinctérien. Alors, on voit dans la littérature que ça fonctionne. Avec moi, ça n'a pas fonctionné. La différence, c'est peut-être que ici, ce sont des médecins physiques qui font les injections. Ils les font avec un repérage EMG en transpérinéal. En tant qu'urologue, évidemment, je le fais par cystoscopie. Et donc, j'ai mon sphincter face à moi et je pique dans le sphincter. On a essayé à 2 reprises chez ce patient. Ça n'a pas été, malheureusement. Et donc, il a été un petit peu fatigué et un petit peu déçu. Et il en a eu marre. Il n'a plus voulu entendre parler de quoi que ce soit, et donc il a fait une demande pour la mise en place d'un cystocate qu'on a quasi dû mettre sous anesthésie générale puisqu'il était très stressé. Et donc, à mon grand regret, on a fait ça, puis il a continué à faire sa rééducation et il est revenu 18 mois plus tard avec une demande de nouveau de pouvoir repasser à l'autosondage parce qu'il voulait récupérer une autonomie. Il n'a que 25 ans, un cystocate, c'est sûr que c'est un petit peu moins sexy. Donc, il y a aussi la vie amoureuse et tout ça. Il avait peut-être envie de ne pas spécialement avoir un sac à urine à côté de lui. Et donc, évidemment, avant de lui dire que c'était possible, on a refait un bilan complet, dont un bilan urodynamique. Et évidemment, la vessie, elle s'est un petit peu modifiée de par le fait qu'il avait un drainage continu. Donc, la vessie, elle perd sa compliance, donc sa capacité à se distendre. Hein. On le voit, alors, c'est pas très franc, mais il faut se rendre compte que la première fois, on a pu injecter 500 ml, ici on est à 130. Voilà, au bout de 90 ml, on a déjà ici cette petite hypertonie de remplissage, et puis on a des vraies contractions détrusoriennes qui déplacent 60 cm d'eau, donc quand même un risque pour le haut appareil. Alors pour l'instant, il n'y a pas de répercussions. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer par la suite? Dérivation urinaire continente seule. Il était sous anticholinergique, j'ai oublié de le préciser. Mais il faut aussi gérer le réservoir, ou alors est-ce qu'on passe à une sphinctérotomie, tapotage? Quand on fait une sphinctérotomie, tapotage, il faut que les patients puissent avoir un péniflow. Ils sont censés être continents entre les tapotages, mais ce n'est quand même pas garanti. Chez un jeune homme de 25 ans comme ça, qu'est-ce que vous proposeriez? Voilà. Exactement. Donc malheureusement pour lui, qui voulait le moins de choses invasives pour lui, il se retrouve avec la totale, évidemment, parce que moi, je ne peux pas lui proposer une dérivation continente avec des pressions pareilles. Il aura des fuites tout le temps par le nombril. Même avec une chirurgie d'agrandissement, on ne peut pas garantir qu'il n'aura pas de fuite par le nombril, mais avec des pressions pareilles, on a beau faire des
des beaux systèmes de réimplantation anti-reflux, c'est un petit peu compliqué. Donc effectivement, on lui aura proposé une dérivation urinaire continente qui n'est pas dénuée de complications. Mais enfin, je vous rassure, les gens sont quand même relativement satisfaits de cette chirurgie. Jusqu'à 95% vont recommander d'ailleurs cette procédure à des patients après l'avoir subie. Donc ça vaut la peine, mais ce n'est pas dénué de complications parce qu'on coupe dans les intestins, donc on risque des fistules digestives, péritonite fécale, péritonite urinaire. C'est quand même près de 50% de mortalité, donc ce n'est pas rien. Ici, on doit agrandir la vessie en plus. Donc, on peut faire des sepsis urinaires. Donc, il faut bien gérer ça avec les patients. Et puis, il faut leur expliquer aussi qu'après, ce ne sera pas terminé. Il faudra continuer à se voir parce que vous pouvez avoir des complications tardives sur ces dérivations. On peut aussi faire des fausses routes au niveau du nouveau trajet. Donc, on les opère, ils sont couchés, ils vont sonder, ils seront assis. Donc, ce qu'on obtient techniquement quand ils sont couchés, c'est l'appendice ou l'intestin qu'on utilise. N'aura peut-être pas exactement la même position quand ils sont assis. Donc, parfois, on pense que tout se passe bien et puis ils sont assis, ça se passe un petit peu moins bien. Ils font, ça c'est assez classique comme complication, des petites sténoses de la jonction entre l'astomie à la peau et la peau. Et ils peuvent aussi avoir des fuites par l'astomie. Donc, les reprises chirurgicales sont quand même relativement fréquentes, mais en général, ils sont satisfaits et c'est le plus important. Et nous, en tant qu'urologue, on se dit qu'on a protégé le haut appareil et qu'on a fait le job. Alors, juste ici, des images. Je n'avais pas des belles images de Mitrofanov, mais donc quand on n'a pas l'appendice, on va faire des dérivations type Monti ou Casal en fonction. Donc, c'est vraiment très grossier. L'idée, c'est de se dire qu'on prend un tout petit bout d'intestin. Ça va être 2 à 3 cm, 2 cm et demi. On va l'inciser comme ceci. Et en l'incisant comme cela, on peut le dérouler. Et puis, on va le resuturer comme ceci. Donc, avec un segment de 2 cm et demi, 3 cm, on obtient 12 cm de longueur de canal. Parce que, comme je vous ai dit, il faut un système aussi anti-reflux qui doit rentrer dans la vessie. Donc, on perd un petit peu. Et quand les patients ont un embonpoint, on peut aussi utiliser le Casal où on ne l'incise pas à 100% en fait, dans la longueur. On va faire un 90, on va dire, ou un 80-20, et puis on va faire la moitié d'un côté, l'autre moitié, et puis on va obtenir ceci qu'on va resuturer sur soi-même, et donc on va essayer d'obtenir un 14 cm pour gagner 2 cm de longueur. Et donc ce patient, il a fini par tout accepter et avoir ça, et on a eu de la chance, il n'a pas eu de complications post-opératoires, il a eu une capacité vésicale rapidement correcte qui a permis d'avoir une qualité de vie à l'apprentissage des autosondages rapide. Et à 1 an post-opératoire, il avait quand même une belle capacité 700 ml, pas de fuite ni par les voies naturelles ni par la stomie. Il était quand même toujours sous anticholinergique parce que je ne lui ai pas encore fait son bilan post-op. Voilà, ça c'était la première histoire. Le deuxième cas clinique, c'est un monsieur un peu plus âgé qui est paraplégique depuis bien plus longtemps, depuis 1986. Et donc, à l'époque, les autosondages, ce n'était pas encore le gold standard. Et donc, on leur apprenait soit la miction par percussion-pression, donc la miction réflexe, soit tout simplement la poussée à abdos, ce qu'on fait encore parfois chez certaines femmes. Les patientes, elles viennent après des chirurgies. C'est pas rare qu'après des chirurgies gynéco, il y ait une petite dénévation de la vessie. On leur dit « Ah, mais poussez, madame, ça ira. » Et ça, voilà. Donc ça, il a appris ça en 86 et on lui a fait dans le même temps une sphinctérotomie quand même pour relâcher le sphincter et que les pressions soient moins importantes. Et la dernière fois qu'il était venu en urologie, donc c'était avec mes prédécesseurs, c'était en 2010 et il est revenu pour la première fois chez moi en 2017 parce qu'il présentait une dysurie en augmentation. Donc il avait vraiment de plus en plus de mal à vider sa vessie, il avait beau pousser, il avait beau taper, ça ne voulait pas sortir, le jet était très faible, il mettait beaucoup plus de temps aux toilettes et il avait vraiment l'impression de ne pas vider sa vessie. Alors il allait 5-6 fois le jour, il devait se lever jusqu'à 2 fois la nuit et il avait même des fuites urinaires s'il se retenait alors qu'avant il n'en avait pas. Alors ici j'ai un petit peu détaillé le bilan parce qu'il n'était plus tout à fait normal, vous verrez, vous voyez l'échographie, il y avait quand même une urétérohydronéphrose bilatérale qui n'est pas négligeable parce qu'on avait quand même 3 cm quasi de bassinet bilatéralement dilaté, un résidu significatif, 250 ml.
il urinait ce qu'il gardait, quoi. Il avait une capacité de 500, il urinait 250, il gardait 250, c'est quand même beaucoup. À 70 ans, évidemment, on se demande si la prostate n'y est pas pour quelque chose. Donc, on fait un petit bilan de sa prostate. Il a une toute petite prostate, ce n'est pas elle le problème. Et donc, on va essayer de comprendre ce que c'est. Sa fonction rénale, par contre, reste correcte. J'ai mis sa fonction rénale classique parce que c'est un patient qui marche. Donc, il y a quand même encore une activité musculaire, puisqu'on sait que la créatinine, c'est le produit de dégradation des muscles. Donc, un patient tétraplégique qui a 0,8 de créate, ce n'est pas aussi bon qu'un patient qui marche, puisqu'il n'utilise plus ses muscles, il a plus de créate normalement, quasi. Eh bien, son bilan, contre toute attente de novo, il est ou pas, parce qu'on est en D12L1, donc on peut tout à fait avoir une vessie acontractile. Et ici, à la fin, on voit qu'il essaye d'uriner, mais il pousse tellement qu'en fait, il expulse la sonde rectale. On fait également la cystographie pendant le bilan urodynamique. Quand ils sont paraplégiques ou tétraplégiques depuis longtemps, c'est intéressant de le faire, ça on voit s'il y a du reflux. Et alors de nouveau, je suis désolée pour la qualité de l'image, mais c'est sa vraie image. On se retrouve avec une vessie vraiment en sapin de Noël, donc qui est beaucoup plus longue que large. On voit tous les petits diverticules ici, et donc on aura compris que le pouvoir contractile de cette vessie, il est quasi réduit à néant. Vous avez ici une image qui n'est pas du tout celle du patient, c'est une image prise de la littérature, mais comme ça, vous avez une belle image et vous avez l'image du patient. Et donc, les diverticules, vous savez ce que c'est, sont vraiment des faiblesses de parois. Il n'y a plus de détrusor là-dedans, et cette vessie, c'est plus que ça, donc il n'y a plus de pouvoir de contraction de cette vessie. Donc, juste un mot pour dire évidemment que l'émission réflexe, on l'a fait pendant super longtemps. Et donc voilà, donc on a vu les dégâts que ça pouvait faire. Vous voyez, ces vessies avec diverticules, des reflux vésico-urétérales qui peuvent quand même être élevés. Ici, on est au-dessus d'un 3. Évidemment, quand on a des dilatations rénales et du reflux, on risque des pyélonéphrite avec des insuffisances rénales et l'altération de cette paroi de vessie. Et c'est là que c'est aussi important d'avoir un suivi. C'est que ça peut fonctionner pendant 5-10 ans, parce que la vessie va réussir à se battre contre ce sphincter, qui initialement aussi était sectionné pour diminuer les pressions, mais à un moment donné, ça ne va plus aller parce qu'elle est trop fatiguée, quoi. Ça va. Idem pour la sphinctérotomie. Quand on fait ça, on sait qu'on le fait pour diminuer les pressions. Donc la diminution des pressions, c'est diminution des infections, c'est diminution des hyperréflexies autonomes. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est les hyperréflexies autonomes. C'est quand les patients ont une lésion au-dessus de D6 et qu'il se passe quelque chose de douloureux en dessous de la lésion. Ils ont une manifestation autonome, qu'il se passe quelque chose d'anormal dans la partie du corps qu'ils ne ressentent plus. Une rétention urinaire, des hautes pressions dans la vessie, un blocage urinaire, une infection, c'est tous des messages nociceptifs, donc douloureux. Et donc, ça va se manifester, l'hyperréflexie, c'est une hypertension artérielle très soudaine, importante, avec bradycardie. Donc, ça peut aller jusqu'à l'AVC, on n'a pas trop envie. Donc, on sait que la sphinctérotomie, de par la diminution des pressions dans la vessie, vont diminuer ces manifestations-là. Mais on sait aussi que la sphinctérotomie, donc c'est bête à comprendre, on va vraiment inciser le muscle et quand on incise et qu'on fait une blessure, il y a d'office une cicatrisation et la cicatrisation fibrose fait qu'il y a une sténose secondaire et qu'en fait on a une récidive. Donc ces patients doivent encore plus, tous les patients en neuro-urologie doivent avoir un suivi rapproché et régulier, mais ces patients-là encore plus parce qu'il faut s'assurer que la contractilité vésicale est encore assurée et qu'il n'y a pas de détérioration du haut appareil. Donc que proposeriez-vous chez ce patient? Je rappelle, il est paraplégique, il est bas, il est D12. Il a eu une seule sphinctérotomie en 86. Oui, j'avoue. En même temps, c'était un peu le sujet du cours. Non, mais il a toutes ses mains, donc c'est vrai, je veux dire, il serait tétraplégique, on aurait difficile à lui proposer l'autosondage, pourquoi pas lui reproposer une deuxième sphinctérotomie? Ici, il a vraiment toutes ses mains, je pense qu'il faut vraiment passer à l'autosondage. Après, il m'avoue qu'en fait, en 2010, la dernière fois qu'il était venu, on lui avait déjà proposé et qu'il n'y était pas trop arrivé, donc c'est pour ça qu'il a fait un peu l'autruche et qu'il n'est plus trop revenu.
Et donc, on a pris notre temps, enfin, je dis on, mais ce n'est pas du tout moi, ce sont les infirmières, moi je ne fais pas du tout ça, mais elles ont pris leur temps. Donc, on a essayé avec des premières sondes droites et ça n'a pas été, et puis avec les petites sondes béquillées, et là, il était hyper heureux. Et pour vous dire aussi l'impact quand même bénéfique, c'est que finalement, d'avoir récupéré un cycle miction-continence, parce qu'il n'a pas de fuite entre les sondages, une vessie qui sort distant, une vessie qui sort vide, à faible pression aussi, pas lui mettre une pression intense, eh ben, il n'a plus de dilatation. Alors, je ne l'ai plus vu depuis 2020, donc le dernier bilan que j'ai, c'est 2020, donc ça devait être juste avant le confinement, mais le dernier bilan, il n'avait plus de dilatation, donc ça peut être intéressant. Et je voulais aussi vous montrer un petit outil que vous pouvez utiliser, j'avoue que je ne les utilise pas beaucoup en vrai, mais ça peut aider. Donc, l'équipe de nouveau de Amarenko, donc de celui qui a publié le paper and pencil test, ils ont publié pas mal d'outils, de questionnaires quant à l'adhésion à l'acceptation de l'autosondage et aux difficultés. Et ici, vous avez un questionnaire quant aux difficultés à la réalisation de l'autosondage. Par exemple, tiens, quand je me sonde, j'ai mal. Quand je me sonde, j'ai la sensation que j'ai un blocage et que je dois forcer. Quand je me sonde, je dois attendre et puis seulement ça passe et parfois ça met des heures. Et en fonction de ce qui se passe, on peut peut-être rectifier le tir. J'ai mal quand je me sonde, c'est peut-être pas la bonne sonde. Peut-être que le lubrifiant qui est utilisé chez ce patient-là correspond moins. On sait qu'il y a certains lubrifiants qui peuvent, chez les patients en tout cas qui ont une sensibilité, qui peuvent donner un peu plus de douleur au sondage et ainsi de suite. Et ici, vous voyez son bilan urodynamique en poste. Et mine de rien, contre toute attente aussi, on se retrouve avec une vessie qui a retrouvé une petite capacité à se contracter ici. Voilà. Et alors, le troisième cas, c'est une dame quand même. J'ai fait comme dans la littérature, 2 femmes pour un homme, 59 ans, qui est aussi paraplégique depuis très longtemps, en 91, c'était aussi un accident de voiture, je crois. Elle est D5, donc, et elle est complète, donc ça veut dire qu'elle ne ressent rien du tout en dessous de sa lésion. D5, c'est plutôt ici, parce que je montre le nombril, mais le nombril, c'est D10 en vrai. Et en 91 aussi, ce n'était pas encore le gold standard, l'autosondage. Et puis une femme, c'est un petit peu plus compliqué. Le MEA, il est un petit peu plus caché. L'homme, on l'a devant soi. Puis c'est une femme, est-ce qu'on parle vraiment de périnée avec une femme encore dans les années 90? Je ne sais pas. Donc on lui apprend à se tapoter et vraiment elle à faire des mictions réflexes. Je ne vous ai pas mis l'image du bilan de 2005 parce que c'est le dernier qu'elle a eu. Elle n'a plus eu de bilan depuis 2005. Mais ça, c'était vraiment encore plus moche que les images du bilan que j'ai. Mais c'était vraiment une hyperactivité majeure. On dépassait 100 cm d'eau de pression. Et je vous rappelle que le cutoff, c'est 40 pour des petites capacités. Donc, au CTR, elle n'est plus venue, en tout cas en urologie, depuis 2005. Et puis, en mai 2021, après le confinement, elle fait un gros épisode dépressif majeur. Et donc, elle est hospitalisée dans un service de psychiatrie, mais près de chez elle, parce qu'elle s'est laissée aller complètement, perte d'autonomie, elle ne s'est plus transférée, elle a des escarres. Et malheureusement, chacun sa spécialité. Mais donc, l'escarre s'est un petit peu aggravé pendant son hospitalisation avec grosse ostéite. Donc là, ils ont décidé de lui mettre une sonde à demeure. Et une fois qu'elle a été un petit peu réglée ou on peut dire équilibrée au niveau thymique, elle a été transférée au CTR en novembre 2021. Donc ça fait 1 an, elle est encore là. Donc elles sont quand même, des hospitalisations de longue durée. Et au CTR, ils ont pris en charge son escarre, débridement, mise à plat, Stryker. Je ne sais pas si vous avez encore le Stryker. Voilà. Et donc, on a géré ça. Pendant tout ce temps-là, elle a eu une sonde à demeure. Et alors, il faut croire que je drille bien les assistants en médecine physique, parce que quand ils ont vu le dossier et la dernière consulte de 2005, je dis qu'il faut un bilan tous les ans. Ils ont dit « il faut qu'elle aille chez l'urologue tant qu'elle est hospitalisée ». Donc, la patiente, elle est venue. Et en plus, ça tombait bien, elle souhaitait récupérer une autonomie. Et ses copines lui avaient parlé de l'autosondage, pour une fois en bien, parce que souvent ils viennent « non, mais moi on a parlé, ça fait mal, ça fait… » Voilà, là c'était en bien. Donc on lui fait tout son bilan qui est normal, hormis évidemment son bilan urodynamique, à savoir qu'elle est déjà sous anticholinergique première et deuxième ligne. Et donc c'est un petit peu la même chose que le premier ici, une petite hypertonie de remplissage, mais surtout une belle hyperactivité, pas majeure non plus, mais enfin de temps en temps on a des petits pics quand même à 60 cm d'eau. Oh, pardon.
Et donc, qu'est-ce que vous proposez chez cette patiente? Parce que finalement, c'est une femme, elle est un petit peu forte. Pour l'instant, les transferts, ce n'est pas encore ça, on n'est pas encore parfait. Est-ce qu'on met, une sonde à demeure? Est-ce qu'on lui fait une dérivation urinaire continente? C'est une femme, c'est plus facile, elle devra plus transférer 5 fois par jour pour s'autosonder. On gère évidemment le réservoir, parce qu'on a vu qu'il y avait de l'hyperactivité, ou est-ce qu'on lui propose les autosondages avec gestion du réservoir? Ouais. Évidemment. Et donc, évidemment, on discute un petit peu avec la patiente. Elle est assez chaude pour faire les autosondages, donc j'avoue, je saute dessus. Je lui propose quand même de faire des petites injections de Botox, parce que je n'ai pas mis la capacité, mais je crois qu'on ne dépassait pas tellement 200 millilitres. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et on était à 240, je crois. Et donc, évidemment, elle ne sera pas confortable si on passe aux autosondages directs, et ce sera la première cause d'abandon. Donc, on lui propose d'abord de faire les injections j'ai plus de toxines. Et donc, elle remonte dans son service. Et alors, l'infirmière qui fait partie du service où elle était, évidemment, on a eu la discussion, parce qu'il y a un petit peu de dualité chez cette patiente. Avec moi, elle revient avec ça, et puis elle revient en haut. Et en fait, en haut, elle ne sait pas encore faire sa toilette intime, elle ne sait toujours pas se transférer. Donc, les infirmières, évidemment, elles sont très, très... elles mettent un petit peu un frein, et en tout cas, elles appuient sur la pédale pour commencer l'autosondage. Donc, la patiente revient chez moi en me disant, ben non, finalement, je veux un cystocate parce que j'en serai jamais capable, on m'a dit que ça n'ira pas. Et... parce que je suis un peu trop grosse, on ne voit pas bien mon méa il est un peu trop interne, il n'est pas assez accessible, je ne sais pas encore faire mes transferts. Et finalement, après discussion avec l'équipe, on s'est dit qu'on allait quand même tenter. Et donc, on a fait ces injections de botulique, de toxines. Moi, j'attends toujours 2 semaines, surtout s'ils ont eu une sonde comme ça longtemps, histoire qu'ils aient quand même une petite capacité. Et puis, elle a appris, et c'est ce que disait aussi l'infirmière dans cette dualité, c'est que avant qu'on parle des autosondages, elle ne savait pas faire sa toilette intime. Et puis, hop, en 2 jours, elle a bien voulu la faire. Et elle a réussi en moins d'1 semaine à être 100% autonome. Alors, on a cette chance, évidemment, que les patients sont hospitalisés. Toutes les infirmières au CTR, enfin, ça fonctionne comme ça chez nous, sont formées à l'apprentissage. Donc, en fait, et alors, c'est vraiment pendant 1 semaine, ces sondages... Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Ces sondages 6 fois par jour, donc à heure fixe, toutes les 4 heures, on ne chipote pas et puis on modifie. Mais donc l'avantage, c'est que toutes les infirmières sont formées et que donc elles ont un accompagnement jour-nuit si jamais il doit y avoir un souci. Et donc ça a été relativement très très vite. Elle n'a pas de fuite pour le moment, elles se sont entre 5 et 6 fois et elle est partie en semaine thérapeutique. Petite victoire. Voilà. Tout ça pour essayer de répondre à cette question. Finalement, est-ce que l'autosondage, c'est un win-win pour le soignant soigné? Ben, moi, je pense quand même, parce que le soigné, il acquiert beaucoup plus d'autonomie. Alors, c'est certain, annoncer à un patient qui doit s'autosonder alors qu'il doit déjà faire le deuil de ses jambes et qu'il est paraplégique, il faut l'encaisser. C'est encore un truc qui ne fonctionne pas. Mais après, quand on voit les effets bénéfiques qu'a l'autosondage, après, voilà, il faut le temps qu'il l'emmagasine. Le premier patient, je pense qu'il n'était pas prêt à se dire qu'il allait faire de l'autosondage. Quand il était prêt, c'est sa vessie qui ne suivait plus. Et donc, voilà, c'était un petit peu plus compliqué qu'à l'initial. Mais à la fin, il a une belle qualité de vie. Et finalement, il a aussi une bonne estime de lui-même parce qu'il réussit ses autosondages, parce qu'il a cette autonomie-là. Peut-être qu'il a une meilleure estime de lui-même que s'il l'avait fait directement, parce qu'il a aussi eu ce cystocate pendant 18 mois, on ne sait pas, mais voilà, je pense que c'est important. Ça permet d'avoir moins de complications qu'eux doivent subir et que nous, on doit gérer, donc ce n'est pas si mal que ça. Mais évidemment, pour pouvoir les instaurer, et surtout qu'il y a un suivi, il faut cette relation de confiance et il faut être à l'écoute. Alors ça, c'est surtout vous qui faites dans l'éducation thérapeutique, parce que nous, on prescrit et puis on les revoit, mais peut-être pas assez. Et ça aussi, je m'en rends compte quand, voilà, finalement, ces patients, ils restent 9 mois, 1 an, parfois un peu plus. Ils apprennent l'autosondage dans un milieu qui leur est dédié, avec un horaire qui est uniquement sur des... qui est réservé aux soins. Donc, tiens, je me sonde à telle heure, puis j'ai ma kiné, puis j'ai le temps de me ressonder, puis j'ai l'ergo, puis... vous me corrigez. Et puis, ils vont rentrer à la maison, puis ils vont se retrouver tout seuls face aux horaires
du compagnon, de la compagne, de la maman ou des enfants. En fait, j'ai plus le temps de m'autosonder, ou ils vont reprendre le travail. Puis, les toilettes, elles ne sont pas adéquates. Donc, il y a tout ça. Et donc, je pense quand même qu'il faut un suivi rapproché, même s'ils sont restés comme ça longtemps en unité de revalidation, parce que la confrontation au monde réel et l'application de ça dans le monde réel, c'est pas si évident que ça. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Tantôt, avec toutes les aides techniques et les impressions 3D, etc., des fois, il y a des patients qui arrivent, on se dit, ouais, ça va être compliqué à les éduquer à l'autosondage. Et puis finalement, avec toutes les petites aides techniques personnalisées aux patients, ça arrive. Ouais. Et il y a peut-être 10 ans d'ici, il serait pas. Il n'y avait pas ça aussi. Et c'était un peu le message de la dernière patiente, c'est que j'ai eu un autre exemple aussi d'un patient qui était C4. Et, vous le connaissez, ce qui était dans votre service, et on s'est vraiment dit, bon, ça n'ira jamais, mais il en voulait, et il a trouvé, à l'époque, il n'y avait même pas encore les aides techniques, puisque c'était 2014, donc ce cintre, tout ça, les imprimantes 3D, ça n'existait pas, et il y arrivait. Donc en fait, les patients, ils sont pleins de ressources eux-mêmes aussi, et donc ils nous apprennent eux-mêmes, finalement, des trucs et astuces, voilà. Et là, c'est aussi le rôle des ergos chez nous, en tout cas, qui font l'évaluation de voir ce qui est possible de mettre en place, et... voilà. On n'a pas quelqu'un d'aussi intelligent que David là, qui invente plein de trucs pour aider les patients encore, mais peut-être un jour. Parce que lui, il fait des trucs vachement bien. Est-ce que ça vaut la peine d'instaurer des anticoénergiques, même chez le tétra, dès l'accident pour garder la confiance? Oui, alors tant qu'ils sont en phase de choc, ce n'est pas tellement nécessaire, mais une fois qu'ils sont sortis de leur phase de choc, c'est vraiment important. Parce que par exemple, pour répondre à la question aussi de la sonde, j'avais comme question précédente, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne met pas une sonde à demeure et qu'on fait un flip flow? Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la revalidation. Bon, évidemment, on a peut parler des complications de la sonde à demeure en compliqué. Mais par exemple, un patient tétra qu'on clampe, et qui se clampe, il faut qu'il soit autonome pour déclamper. Parce que déjà, s'il a un cystocate et qu'on le clampe, c'est qu'il, probablement, pour le déclampage, il n'est pas tellement autonome non plus. Et il ne peut pas rester seul avec une vessie qui va se remplir, parce que s'il part en hyperréflexie, ce patient, il monte parfois jusqu'à 25 de tension. Ce n'est pas de la petite hausse de tension. Et encore, on dit dans la littérature que c'est un delta de 20 mm de mercure. Donc, c'est très rapide, une hyperréflexie. Ils sont en général à 80-90 mm de mercure. Déjà, quand ils montent à 11, en fait, à 110, ils sont déjà en hyperréflexie. Et là, ils ne le ressentent pas. Puis on voit qu'ils commencent à devenir rouges, ils sont à 140. Et puis tout d'un coup, je ne me sens pas très bien, ils ont 25. Quoi. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas encore eu d'AVC devant moi, mais c'est décrit. Donc, ouais. Et les gestes urologiques sont très pourvoyeurs d'hyperréflexie. Vraiment. Donc, il faut faire attention à ça aussi si on fait rentrer les patients et que ce système de clampage-déclampage qui soit bien entouré et qu'en tout cas, au centre de Revalie, on se soit rendu compte qu'il n'y ait pas trop de ça. Quoi. Par rapport au tapotage, ce qui se faisait avant et les sondes à demeure, c'est quoi le pire entre les deux? Le pire entre les deux, c'est les sondes à demeure. Hein. Donc, on peut préférer le tapotage chez quelqu'un qui n'accepte pas autre chose. Oui. Regarde. C'est beau schéma. Ouais, donc on préférera quand même le tapotage que les sondes à demeure. Parce que les sondes à demeure, c'est cancer x7, cancer de vessie, qui ne sera pas un cancer urothélial parce que c'est lié à un corps étranger dans la vessie. Donc ça peut être des cancers malpighiens qui sont souvent beaucoup plus agressifs. Ces calculs donc à infection urinaire, ces troubles de la compliance, tu as vu, 77% d'étéroration due au appareil avec urétérohydronéphrose sur troubles de la compliance, donc c'est vraiment important. Donc c'est plus important qu'une miction réflexe. Maintenant, les mictions réflexes, ils doivent être suivis et il faut les sphinctérotomiser parfois régulièrement pour que ça reste efficace, quoi. Après, la miction réflexe, ça se discute aussi. Par exemple, le premier patient, il a 25 ans, je ne dis pas que le deuxième ne l'était pas non plus, mais il a peut-être envie d'être sexuellement actif et la miction réflexe, c'est censé être quelque chose de continent, ça ne l'est quand même pas dans la vraie vie. On se retrouve quand même, on ne va pas mettre d'anticholinergique sur une miction réflexe, parce qu'on a justement besoin de cette hyperactivité.
Et ces contractions vésicales, elles arrivent un peu n'importe quand. Donc même s'ils n'ont pas de sensation, même s'ils ont été urinés il y a 2 heures et qu'ils n'ont pas tellement bu, ils peuvent avoir une fuite. Bon, il y a des gens qui aiment ça, mais une fuite en point rapport et tout, c'est jamais très sexy, quoi. Enfin, après, je dis, chacun, il n'y a pas de jugement, chacun aime ce qu'il veut, mais voilà. Donc on essaye, et en plus, l'émission réflexe, c'est la sphinctérotomie, et quand on n'y va pas, on peut même proposer ce qu'on appelle une chirurgie d'incontinentation, où on va gratter le col de la vessie, la prostate. Donc on a vraiment tous les systèmes de continence qui sont détruits. Donc là, ça coule en continu dans le péniflow. Donc ça, c'est encore moins sexy. Enfin, ça, vous connaissez un peu mes goûts, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. D'autres questions? Moi, je peux en poser. Oui. Comme on n'a pas d'expérience par rapport au tapotage, par exemple, on reçoit un patient qui fait du tapotage, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller en fait? Est-ce qu'ils doivent attendre certains signes pour se tapoter, ou alors c'est régulier? C'est comme l'autosondage. Soit ils le ressentent, soit ils le font à heure régulière. Mais en tout cas, si tu en reçois un qui est capable de s'autosonder, tu me l'envoies et on fait le shift, quoi. S'il n'est pas capable, on le laisse bien au tapotage. Mais ce n'est pas des signes d'hyperréflexie autonome qu'ils attendent? Ça peut être des signes d'hyperréflexie qu'ils attendent, mais il y en a plein qui attendent des signes d'hyperréflexie autonome pour se sonder aussi. Malheureusement, on a beau leur expliquer qu'il ne faut pas attendre ça, ils l'attendent quand même. Et quand on fait le bilan urodynamique et qu'on voit que ça commence seulement à monter, ils disent « j'ai mal à la tête, je suis à 23 ». Et puis il dit « oui, mais ça ne tape pas encore, je ne vais pas encore me sonder ». Et puis on se dit « 5 fois par jour, il fait ça ». Je ne peux pas être de garde le jour où il fait son AVC, quoi. Mais bon. Voilà. Merci.